Donc bonjour à toutes et à tous. D'abord, je me présente, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Boudias, je suis le délégué général de la PREF. La PREF est l'association des professionnels de la réassurance en France. C'est une association qui compte à peu près une centaine de membres, dont 36 réassureurs exactement, 36 rassureurs professionnels, donc qui ne font que de la réassurance, les autres membres étant soit des membres associés, soit des membres individuels qui tous travaillent ou ont travaillé autour de la réassurance. Donc, cette matinale est tournée en vidéo, donc elle sera mise à disposition de tout le monde sur les réseaux et sur le site de l'association dans les jours qui viennent. Mais je voulais vous remercier, vous tout particulièrement, d'avoir fait l'effort de venir en présentiel. On a volontairement évité de donner la possibilité de se connecter. On essaye à la PREF de faire en sorte que les gens reviennent un peu en présentiel et que la connexion entre les gens se fasse à nouveau un petit peu plus que ces dernières années. Le règlement taxonomie. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème ? Donc ce règlement a été publié par la Commission européenne il y a maintenant 2 ans, en juin 2020, si je ne me trompe pas. Et il est entré pour la première fois en vigueur le 1er janvier 2022. Donc c'est déjà là, et c'est dans le quotidien des gens qui travaillent sur ce sujet-là tous les jours. Alors ce règlement, il a pour objectif principal de classifier les activités dites vertes afin de mieux organiser les flux financiers des entreprises vers une économie plus durable. Donc quand on a dit ça, il y a autour, je crois, beaucoup d'autres choses à dire. Donc c'est vraiment une introduction très rapide. Mais ce règlement, il concerne les entreprises en général, mais il concerne aussi tout particulièrement les assureurs et les réassureurs. Et pas seulement du côté des actifs, du côté des investissements, mais également du côté des passifs et de la souscription. Donc on pensait aussi qu'il était important d'alerter sur le fait que dans les mois, les années à venir, ce règlement allait impliquer un certain nombre de choses dans le processus de souscription pour les réassureurs. Et je pense que Michel nous en dira plus quand on parlera réassurance. Alors, donc, pour pouvoir vous parler de ce sujet, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la taxonomie sans jamais oser le demander, eh bien, on a réuni un panel d'intervenants de grande qualité. Et je voulais les remercier d'être là parmi nous et d'avoir pu libérer un peu de leur temps précieux pour la PREF. Alors, nous avons Edwige Ray et Jennifer Mingre, qui sont du cabinet Mazars. Edwige est associée et responsable RSE et développement durable. Et Jennifer est senior manager audit et durabilité. Donc, elles vont nous faire une petite introduction sur le sujet pour essayer de planter le décor. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre François Garot. Il est responsable RSE chez Generali et il est également président de la commission développement durable de France Assureurs. Donc, François est assureur et il nous parlera donc essentiellement de l'impact de la taxonomie pour les assureurs. Enfin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Michel Lacroix. Michel est directrice groupe durabilité chez SCOR et elle va nous dire ce que les rassureurs doivent attendre de bon et de moins bon, peut-être, de ce nouveau règlement. Donc cette table ronde ou cette matinale sera animée de main de maître par Emmanuel Dupuis. Emmanuel Dupuis est expert affaires prudentielles chez SCOR et il est également et surtout président de la commission réglementaire et financière de la PREF. Donc merci à tous et Emmanuel, je te passe la parole.
Merci Nicolas. Comme tu le disais, le règlement taxonomie, donc son application commence cette année de manière progressive et cela représente des enjeux très importants pour les assureurs et les réassureurs. Et il faut également se préparer aux prochaines phases, notamment en 2024 avec le reporting sur l'alignement. Donc pour vous aider à comprendre vraiment toutes les exigences qui sont nouvelles, complexes, en évolution rapide, on a la chance aujourd'hui d'avoir des spécialistes du sujet qui pourront confronter leur point de vue, le point de vue des commissaires aux comptes, le point de vue de l'assureur, du réassureur. Et sur ces sujets, donc n'hésitez pas à poser des questions à la fin de chaque intervention pour que tout soit le plus clair possible. Et notamment s'agissant de tous les acronymes qu'on peut rencontrer dans cette matière. N'hésitez pas, si vous avez des précisions, à demander. Donc je laisse tout de suite la parole à Edwige et Jennifer pour nous présenter en introduction la taxonomie verte européenne. Merci beaucoup. Voilà, ça va commencer. Donc oui, on a la responsabilité de vous introduire le sujet. Donc on va essayer de ne pas complexifier les choses là-dessus. Alors la première étape, c'est de vous expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on parle taxonomie et pourquoi c'est important. Si on revient à la base de tout ça, il y a un sujet que vous connaissez forcément, un événement qui est l'accord de Paris en 2015. Je pense que c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable, avec, in fine, cet objectif de réduction, de maintien de la température à la hausse de température à 1,5 degré, qui a initié un certain nombre de réglementations, puisque cet objectif de maintien, de ne pas dépasser les 1,5 degrés de hausse, c'est la base d'un grand nombre de réglementations. C'est tout ce qui suit derrière. On vous en a mis quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup plus, mais l'Europe, pour atteindre ces objectifs-là, qui ne sont pas d'ailleurs que des objectifs climatiques, on le verra, s'est dotée d'un arsenal réglementaire. C'est assez habituel, mais c'est vraiment le principe, un arsenal réglementaire qui n'existait pas jusqu'à présent. Il y a 3 réglementations que moi je trouve assez importantes dans ce cadre-là. Il y en a une dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est le règlement Disclosure, mais vous avez peut-être entendu parler, SFDR, qui vise pour le coup plutôt les investisseurs. Alors je vais parler d'entreprises financières, ne soyez pas choqués, puisque c'est la terminologie aujourd'hui de l'Europe. L'Europe parle d'entreprises non financières, quand on parle des industriels, des entreprises de services, etc., et des entreprises financières quand on parle des investisseurs, des assureurs, etc. Donc, ayez en tête cette terminologie-là parce que vous allez la retrouver dans tous les textes. On va utiliser les termes de la réglementation, comme ça, vous serez habitués à cette terminologie. Donc, il y a SFDR qui a été mis en place et qui vise plutôt les investisseurs, les produits d'investissement durable et les risques. C'est plutôt ce sujet-là qui a été mis en place et qui est déjà existant. On a une deuxième réglementation qui va être la CSRD et la troisième, la taxonomie dont on va parler aujourd'hui. Suite aux accords de Paris, l'Europe a mis en place le Green Deal. Ça, je pense que vous en avez aussi entendu parler. Le Green Deal, c'est ni plus ni moins que des objectifs environnementaux qui ont été fixés avec un horizon de temps plutôt moyen, long terme et que l'Europe souhaite atteindre. On parle de climat, mais on parle aussi de biodiversité, on parle d'économie circulaire, on parle de pollution. Donc le Green Deal, ce n'est pas que du climat. Vous allez voir dans la taxonomie, ça a du sens. Ce Green Deal a donné lieu à un certain nombre de réglementations, dont la révision du reporting extra-financier, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui va être un gros sujet pour un certain nombre d'entreprises demain, et la taxonomie verte, qui est la réglementation qui a été mise en œuvre cette année pour un certain nombre d'acteurs. L'objectif de tout ça, c'est de se dire, ce qu'on attend dans le Green Deal, c'est des objectifs extrêmement ambitieux. Ça va être une révolution industrielle. C'est ça qu'il y a derrière. Hein. C'est une révolution des pratiques, c'est une révolution sociétale et c'est une révolution industrielle à faire dans un temps extrêmement court. Comment on va faire tout ça? Il va falloir fixer des règles et il va falloir flécher les investissements d'une manière ou d'une autre. Dire investir, aider les entreprises, aider les acteurs à faire cette transition. Et donc toute cette réglementation a 2 buts. Mettre des règles. Et on va voir, ça veut dire quoi ces règles? Mettre des règles, définir ce qu'est la durabilité aujourd'hui et flécher les investissements.
D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez un rôle essentiel à jouer dans la réponse que l'Europe va apporter au changement climatique et aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres. Donc c'est l'objectif de ces réglementations, c'est ni plus ni moins que ça. Mettre un peu en musique, mettre des règles sur des sujets, mettre des définitions pour pouvoir lire l'information qui remonte des acteurs, des entreprises, et pour pouvoir mieux flécher les investissements. Si le cadre est plutôt clair, on va passer au slide suivant. Et donc, dans ce cadre-là, et là, on vous rappelle les différentes réglementations qui existent aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un cadre de reporting extrêmement ambitieux qui est en train de se construire dans un temps record. Alors, je pense que vous avez tous, et c'est un des sujets de la taxonomie et des autres textes, c'est qu'on a énormément de textes très touffus et très pointus en très peu de temps, et qui se mettent en place extrêmement rapidement. La taxonomie, on va en parler. Vous avez bien compris qu'il y a un enjeu très clair d'information et d'utilisation d'information avec des systèmes qui ne sont pas adaptés aujourd'hui. Pour autant, la réglementation, elle existe, elle est en place et il va falloir avancer. Et donc, dans ces feature cards de reporting, il va y avoir la directive CSRD. Je vais juste en donner 2 mots parce que c'est extrêmement important. La directive CSRD, ce qui est important pour cette directive, c'est que demain, il va y avoir des normes de reporting extra-financier. Vous connaissez les IFRS, il va falloir apprendre les ESRS. Voilà, je vous le dis. Et ça sera aussi important pour les directions financières, ça serait aussi important pour les boards, parce que c'est ce qui va driver la durabilité demain. Je suis rentable aujourd'hui, est-ce que je serai rentable demain parce que mes indicateurs, ma performance est suffisante? Est-ce que mes objectifs sont suffisants? Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est en train de se construire. Aujourd'hui, ces normes, il y a des projets de normes qui sont disponibles, elles sortiront en novembre. On a construit des normes en même pas 2 ans. Je ne sais pas combien de temps ont pris les IFRS, mais en tout cas, voilà, en 2 ans, on va avoir des projets de normes sur lesquels il va falloir intégrer ça dans les reportings des entreprises, les vôtres, comprendre cette information et pouvoir l'intégrer dans la performance. Donc ça va être le prochain chantier sur lequel il va falloir s'attaquer dans pas si longtemps que ça, après la taxonomie. À côté de ça, il y a pas mal de sujets qui tournent et on va parler des acronymes. On parlait du règlement SFDR, c'est le règlement Disclosure qui concerne les investisseurs. La loi énergie-climat que vous connaissez parce que c'est plutôt la loi française sur le sujet. La TCFD qui va permettre, en fait, la TCFD tout simplement, on est sur l'analyse du risque climatique. C'est quelque chose que vous allez retrouver dans les textes européens, c'est quelque chose qui est très porté au niveau du monde anglo-saxon et qui se base sur la manière comment on gère le risque climatique en termes de gouvernance, d'analyse de risque et de pilotage. C'est tout simplement ça. Et ça va être des éléments qu'on va retrouver dans les futures normes européennes sur le reporting extra-financier. Donc, tous ces sujets-là, vous allez devoir donner de l'information sur ces sujets et comprendre le sous-jacent et ce qu'il y a derrière. Et le règlement taxonomie est sans doute un des éléments les plus importants pour vous, puisque c'est les éléments qui vont permettre, ce règlement va permettre de réorienter les flux, vraiment plus que les autres, les flux financiers. Et donc c'est là où vous avez un rôle à jouer, puisque vous êtes quand même des investisseurs en puissance sur un certain nombre de sujets. Et c'est finalement vous qui allez prendre une décision d'aller ou non investir sur un secteur, sur une activité, sur une entreprise, en lien avec les informations qu'ils vont vous donner. Si on parle sur la taxonomie, donc la taxonomie, si je résume en 3 minutes, ce n'est plus ni moins qu'un outil de classification des activités durables au regard de 6 objectifs environnementaux. 2 objectifs climat, l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Atténuation, c'est comment je réduis mes émissions, mon impact. Adaptation, ça va vous parler, c'est comment je gagne en résilience pour que les effets du changement climatique soient le moins prégnants sur mes assets et mon activité. Ensuite, on a 4 autres objectifs qui sont, alors je dois le faire dans le désordre, les pollutions environnementales, la protection des ressources hydriques et marines, la biodiversité et l'économie circulaire. Donc la taxonomie, ce n'est pas que du climat. On parle beaucoup de climat aujourd'hui parce que nous avons les textes réglementaires que pour le climat. On a l'acte délégué concernant, mais l'autre va arriver très très bientôt, d'ici la fin de l'année, et il faudra intégrer cette dimension-là. Donc l'objectif de l'Europe, c'est de prendre ces 6 objectifs environnementaux, d'identifier les activités les plus contributives à ces objectifs, ces activités économiques, qu'est-ce qui est le plus contributif à ces objectifs, et de définir des critères de performance pour dire, voilà, maintenant on siffle la fin de la récré, la durabilité, c'est ça.
Ce n'est pas forcément ce que vous avez mis en place, etc. La durabilité au sens européen, c'est ça. Des activités durables pour l'atténuation au changement climatique, ce sont des activités qui permettent de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et donc derrière, on a des critères scientifiques. Donc dans le mode de fonctionnement de la taxonomie, comment ça marche en fait, comment on l'analyse? Tout simplement, il faut prendre les activités d'une entreprise et mapper ça avec la liste des activités qui sont dans les actes délégués. Donc ça, le principe, c'est assez simple. Et quand une activité est listée dans les textes, elle est éligible. Vous allez entendre beaucoup parler d'activités éligibles. Donc ça, c'est la première étape. Est-ce que je suis concerné ou non? Typiquement pour les objectifs climatiques, on va avoir des secteurs très concernés comme l'énergie et le transport, et il va y avoir des secteurs non concernés, comme le retail. Le retail n'est pas une activité éligible aux 2 premiers objectifs climatiques. Il le sera sans doute, notamment pour l'économie circulaire. Donc, ce n'est pas dire qu'ils ne sont pas bons, ça veut dire juste que leur impact sur la partie climat est finalement beaucoup plus faible qu'un cimentier, qu'un énergéticien, qu'un transporteur. Donc aujourd'hui, l'Europe se concentre sur les activités qui impactent plus l'objectif. Donc ce n'est pas vert, non vert, j'y suis pas, je suis pas vert. J'y suis pas, je suis pas concerné. Voilà, il faut avoir ces éléments en tête. Donc l'éligibilité, c'est extrêmement important parce que ça vous permet de savoir si l'entreprise elle est concernée ou non. Et donc de dire, ben voilà, je vais me concentrer, il y a un sujet là-dessus, elle est concernée. Ensuite, si elle est concernée, c'est qu'elle est éligible. Elle doit passer un certain nombre de critères pour devenir alignée, verte ou durable. Mais le terme technique, c'est alignée. Il y a un tamis de 3 critères à passer. Le premier élément du tamis, c'est des critères de seuil de performance. Typiquement, les émissions de gaz à effet de serre au kilomètre parcouru pour des voitures. Ça, c'est simple. Hein. Les émissions de gaz à effet de serre au mètre carré pour les consommations d'énergie pour des immeubles. Voilà, c'est vraiment des critères scientifiques qui ont été fixés, des seuils de performance. Donc, il faut attendre ces critères-là. Une fois que l'entreprise a passé ce niveau du tamis, elle passe au second. Le second niveau, c'est OK, je suis alignée sur le premier critère, j'ai répondu au seuil de performance, mais est-ce que mon activité nuit aux autres objectifs? Parce qu'on peut être positif sur un objectif et pas sur les autres. C'est ce qu'on appelle les Do Not Significant Harm, les DNSH. Vous allez entendre beaucoup parler des DNSH. Les DNSH, c'est passer de nouveaux critères sur chacun des autres objectifs environnementaux pour s'assurer que l'activité n'est pas nuisible. Je vous donne un rapide exemple d'un sujet qui a fait beaucoup de débats ces derniers mois, c'est le nucléaire. Le nucléaire est une activité qui est plutôt bas carbone. On est tous d'accord pour le dire. Donc, il répond au premier tamis des critères techniques. Par contre, il y a un véritable débat au niveau européen, alors qui va aboutir peut-être à l'intégration du nucléaire dans les activités de transition. Mais la problématique des scientifiques, c'est de dire le problème du nucléaire, c'est que les déchets nucléaires, on ne sait pas ce qu'on en fait. C'est une pollution, il y a un impact sur la biodiversité, et donc le nucléaire nuit à un autre objectif. Donc on ne peut pas le mettre. C'est pour ça qu'il n'était pas dedans au départ. C'est que si on prend l'esprit de la taxonomie, le nucléaire, dans les DNSH, on n'a pas de réponse technique aujourd'hui pour gérer les déchets nucléaires. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas dedans. Il est rentré pour d'autres raisons politiques, de transition, etc. Ça a été, l'Europe a revu sa copie, mais en pratique, le DNSH, c'est je ne dois pas nuire à un autre objectif. Et donc, il faut répondre à d'autres critères de seuil de performance. Et le dernier niveau du tamis, c'est les minimum safeguards. C'est tout simplement, je dois faire mon activité en respectant les conventions de l'OIT, de l'ONU, etc. C'est les droits de l'homme. Et quel que soit mon lieu d'implantation. La taxonomie, c'est comme le reporting extra-financier en France, ça concerne le périmètre consolidé financier. Je fais mon activité en Asie, même si la réglementation en Asie est plus basse que les attendus de l'OIT, de l'OCDE, etc., et ben je dois upgrader mes attentes pour répondre à cette ligne-là. Et une fois que l'entreprise elle a passé tout ce tamis-là, elle peut dire mon activité ou une partie de mon activité, parce qu'ils vont faire du tri, hein, forcément, il y en a qui vont répondre, pas répondre, parce que dans tel pays, ça ne marche pas, etc. Et considéré comme durable. Et à la fin, on peut sortir les indicateurs financiers qui sont attendus. Et là, c'est une autre affaire, hein, Jennifer va en parler. C'est que les systèmes d'information ne sont pas faits pour sortir ce type d'information selon cet angle-là. Donc, c'est la seconde partie du travail. Une fois que vous êtes arrivé au bout de tout ça, vous devez aller voir si vos systèmes permettent d'aller chercher l'information. L'objectif final étant d'avoir une lecture à la source, à un moment donné avoir un presse-bouton et qu'on sorte l'information automatiquement et avoir une lisibilité sur le sujet. Juste un dernier petit point sur la taxonomie.
il faut se dire, l'objectif de la taxonomie, c'est la transition. C'est pas d'investir uniquement dans des activités vertes et durables. Le biais aujourd'hui, c'est de dire je suis allé voir les énergies renouvelables parce que tout ça c'est bien vert et ok, c'est bien d'en avoir dans son portefeuille. Mais l'enjeu de l'Europe, c'est bien de flécher les investissements vers des entreprises qui ont une forte part d'éligibilité et une faible part d'alignement, qui ne sont pas durables, pour qu'elles augmentent leur part de durabilité. Et d'aller, notamment, c'est là où ça va être intéressant, de regarder les CAPEX qu'elles mettent en place pour faire évoluer leur business model et les investissements qu'elles ont prévus. Donc il faut faire très attention dans la lecture de ce texte-là. Il ne faut pas flécher les investissements sur toutes les entreprises qui sont durables. Ce qui va être intéressant, c'est comment elles évoluent pour avoir, sur leur éligibilité, j'ai 30% éligibles et mes 30% sont durables. Ça va être intéressant. Et ça va être une progression parce que, de manière très claire, aujourd'hui, les entreprises, elles vont avoir une part de durabilité qui est extrêmement faible, sauf quelques cas particuliers, quelques secteurs. Donc voilà, peut-être le point d'attention, c'est de la transition. Alors, on vous propose là de faire un focus donc, sur ce qui est demandé pour les sociétés d'assurance et de réassurance. Donc déjà, au tout début, il y a eu beaucoup de débats sur le champ d'application. Vu que c'était au 1er janvier 2022, c'était donc sur les données arrêtées au 31 décembre 2021. Sur le champ d'application, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a une première communication de l'AMF en septembre 2021 qui indiquait que c'était les EIP de droit français et finalement, on ne savait pas vraiment si les SGAM, les UMG étaient intégrés ou non à ce règlement taxonomie. Et il y a une deuxième communication en mars 2021 disant que, de l'AMF toujours, indiquant qu'il fallait prendre la définition d'EIP selon la directive comptable, ce qui excluait les mutuelles. Donc finalement, les UMG, les SGAM. Donc on va dire que pour l'exercice 2021, l'interprétation peut être différente selon les acteurs. Néanmoins, il y avait 2 indicateurs à produire. Le premier était ce qu'on appelle le ratio investissement, donc c'est la part des actifs éligibles au règlement taxonomie, et le ratio souscription non-vie. Pour le premier, sur la partie investissement, il y a eu des jeux de questions-réponses de la Commission européenne en février 2022 qui précisaient que les estimations n'étaient pas à prendre en compte, n'était pas possible d'être intégrées dans ce ratio. Donc la plupart, on va dire la moitié des acteurs qui ont publié 2 ratios sur le ratio investissement. Le premier qu'on appelle le ratio obligatoire, et donc dans les actifs éligibles, ça a été principalement les actifs immobiliers. Que ce soit les immeubles de placement, d'exploitation, des prêts hypothécaires ou même des fonds immobiliers. Et pour ceux qui avaient des actifs forestiers. Donc ça, c'est deux grandes catégories qui sont dans les actes délégués, donc c'était éligible. En revanche, dans la mesure où, à l'heure actuelle, on n'avait pas d'informations sur les entreprises non financières pour l'exercice 2021, il y avait en fait une certaine estimation de savoir si ce qu'on avait en portefeuille en tant qu'assureur ou réassureur était éligible ou non. Donc également, la plupart des assureurs et réassureurs ont fait appel à des fournisseurs de données externes, que ce soit Carbone 4, ISS, pour justement, par rapport au code NAS qui sont détaillés pour chaque entreprise en portefeuille, estimer la part qui serait éligible. Donc ça permettait, on va le voir, on a un petit benchmark dans le slide suivant qui permet de voir la tendance entre ceux qui ont publié, on va dire, ce ratio réglementaire et ce ratio volontaire. Vous avez... Non. Sur la partie souscription non-vie, alors là aussi, il y a eu beaucoup de débats tout au long de l'année de savoir si on prenait toutes les lignes d'activité des assureurs en estimant qu'il y avait un risque climatique sous-jacent qui était assuré ou non. À la fin, on va dire, de l'exercice, la pratique de place, ça fait, on va dire, que 90% des assureurs et réassureurs ont pris l'option qui était de prendre les 3 lignes d'activité définies par Solvabilité 2 qui couvrait explicitement une garantie contre un aléa climatique. Donc c'était les autres assurances pour les véhicules à moteur, les assurances maritimes, aériennes et de transport et également les assurances incendie.
Après, il y a eu aussi, pour ceux qui ont publié, on va dire, un tout petit peu plus tard, on va dire qu'il y a peut-être eu un cheminement différent. Et ça a été de considérer que dès lors que vous vendiez un contrat auto, potentiellement toutes les garanties incluses étaient éligibles. Donc je pense l'exemple d'un contrat auto. S'il y avait aussi de l'assistance ou une part de protection juridique, certains assureurs ont pris l'intégralité de la prime associée à un contrat donné. Voilà, mais globalement, c'était plutôt homogène. C'est ce qu'on va voir sur la présentation de ces deux indicateurs. En termes de, donc là, on prend notre casquette de commissaire aux comptes. En termes de diligence, normalement, la déclaration de performance extra-financière rentre dans le champ de l'OTI, de l'organisme tiers indépendant. Donc ça ne rentre pas dans le champ du commissariat aux comptes. Néanmoins, la particularité de cette année, c'est que pour la taxonomie, même si toutes les informations étaient intégrées dans cette DPEF, elle rentrait dans le champ du commissaire aux comptes. Donc elle faisait partie intégrante de notre rapport annuel. Et si on va dire qu'on identifiait certaines irrégularités ou vraiment des pratiques qui dénotaient, on aurait pu mettre une observation dans notre rapport annuel. Là, c'est vrai que c'est un petit peu un mixte des deux, parce que mettre des informations dans un même rapport et que la responsabilité soit différente. Donc là aussi, on pense que la publication de la directive CSRD va donner un petit peu de clarté sur qui va avoir la responsabilité de vérifier ces informations. Et après, vous avez la possibilité, pour ceux qui n'étaient pas soumis, de solliciter une revue externe pour conforter ce que vous publiez. Et je vous propose donc là sur le benchmark qu'on a publié, qui sera publié la semaine prochaine, mais vous avez en avant-première, on va dire, les ratios qui ont été publiés par les différents acteurs. Donc pour le ratio investissement, vous voyez donc en bleu foncé, c'est les ratios volontaires sur les investissements. Donc vous voyez que tout le monde n'a pas publié un ratio volontaire. Et après, on voit beaucoup de disparités entre le ratio obligatoire et volontaire. Donc, néanmoins, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est activité éligible, actif éligible, c'était homogène sur l'immobilier principalement. Sur le ratio souscription non-vie, alors là, pour le coup, c'est très hétérogène. On va de 0% à plus de 86%. Mais ça, c'est principalement lié à l'activité en tant que telle de l'assureur. Donc, quand vous êtes un assureur santé-prévoyance et que la bonne pratique était de prendre certaines lignes d'activité et donc voilà, je ne vais pas les nommer, ou si vous faites de l'assurance crédit, ce n'est pas éligible selon l'interprétation actuelle, donc on est plutôt à 0%. À l'inverse, si on parle des réassureurs dans notre panel, il y en avait 3, on est beaucoup plus homogène, entre 55 et 65%. Donc là, on voit que la diversité des activités réassurées permet d'avoir quelque chose un peu plus homogène. Voilà. On t'entend. On m'entend dans le micro, parce que sinon, c'est pas très grave. Je crois que François a un impératif donc, d'horaire. Donc je ne sais pas si pour les questions, on attend de poser quelques questions maintenant, ou tu préfères qu'on pose les questions après ton attente. D'accord. Ok, donc c'est parti pour les questions. Merci beaucoup Edwige et Jennifer, c'est très clair. Et puis ce benchmark que vous présentez, c'est vraiment très utile pour cette première année de reporting. Une précision, parce que vous avez employé le mot taxinomie ou taxonomie, donc je comprends que en fait taxonomie c'est un anglicisme, mais on peut se permettre de l'utiliser, que la traduction française c'est taxinomie pour être puriste. Ensuite, donc, vous avez présenté vraiment dans quelle mesure l'assurance rentre dans le champ de ce qui peut être considéré comme éligible ou aligné. Donc l'assurance en général, c'est parce que c'est une activité qui est habilitante pour réaliser les objectifs environnementaux. Donc une première question peut-être qu'on peut se poser, c'est quels ont été les principaux défis en fait pour arriver à ces premières publications sur l'éligibilité.
vraiment ce qui a posé le plus de soucis dans le cadre d'un exercice pilote où toutes les données ne sont pas disponibles. Et également, pour vous, est-ce que ces ratios sont lisibles, compréhensibles? Et puis j'étends la question à tous les participants et j'invite également la salle à poser des questions complémentaires. Je dirais que la première chose qu'on a vue, c'est la difficulté parfois sur certains acteurs de se parler entre les équipes RSE qui avaient l'habitude de publier des DPEF et la direction financière, parce que là, il y a vraiment un travail de main dans la main pour pouvoir produire ces ratios, parce qu'il y a l'interprétation des normes, mais après, il y a où je vais chercher la donnée, et là, principalement sur le ratio souscription non-vie, par exemple, c'était principalement au niveau de l'actuariat ou de la direction financière, de pouvoir avoir les données solvabilité 2. Donc là, ça a été... on s'aperçoit... En plus, ça a été assez tardif dans le processus d'arrêté des comptes. Certains se sont réveillés, on va dire, très tardivement. Aussi parce que la réglementation n'était pas très claire, hein, on va se le dire. Donc tout ça a fait que ça a été compliqué en termes de timing, notamment parce que ces ratios devaient également suivre les instances de gouvernance d'arrêté des comptes au même titre que les données financières. Et après, c'était de trouver les sources des données. Et effectivement, là, c'était un premier exercice. L'année prochaine, donc pour l'exercice 2022, pour les assureurs, vous allez avoir encore l'éligibilité. Mais là, la petite différence, c'est que normalement, les entreprises non financières auront déjà publié leurs informations éligibles. Donc, vous pourrez les intégrer dès cette année dans le ratio obligatoire. Donc, alors, par rapport à quel objectif environnemental c'est calculé, s'il vous plaît? C'est calculé par rapport à l'adaptation au changement climatique. Et le premier, l'atténuation, en tant qu'assureur, vous n'êtes pas forcément... on est concerné, mais pas principalement, vous n'êtes pas comme un industriel. Donc, pour le ratio souscription non-vie, c'est plus sur l'adaptation au changement climatique. Okay. Et ces ratios sont publiés elles-mêmes par les différentes entreprises. Ce n'est pas nous, Mazars, qui avons calculé. C'est ce qui a été publié dans les documents de référence. En fait, il y a une liste de risques d'assurance qui sont concernés dans la mesure où ils sont liés à la couverture d'un péril climatique. Si j'ai bien compris, hein, tu mentionnais l'automobile. Ça peut couvrir également des dommages liés à des périls climatiques. Donc, on peut considérer que le risque auto... est intégré, donc il y a une liste, l'assistance a été mentionnée, ça peut être également des dépenses médicales, mais si c'est lié à des périls climatiques. Et du coup, dans l'auto, vous regardez, vous savez, c'est diesel, essence, électrique, les voitures, c'est lié à ça ou... Ça sera plutôt sur la partie alignement. Pour le moment, on est uniquement sur la partie éligibilité pour les 2 premières années. Donc, c'est est-ce que l'activité que je couvre actuellement est éligible au règlement taxonomique. Donc, c'est vraiment un travail de mapping, comme disait Edwige, de correspondance entre les activités présentées. Alors donc, concrètement, on s'attend à ce que ça soit... que les taux d'éligibilité soient beaucoup plus faibles au moment de l'alignement. Parce que justement, des critères techniques vont être pris en compte, notamment potentiellement, si c'est des véhicules hybrides, potentiellement, on va se dire que on s'adapte au changement climatique. Et donc, effectivement, là, c'est les critères techniques sur lesquels on va rentrer qui vont permettre de définir le ratio. Okay, merci. Je pense qu'il y a un point important qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un dictionnaire, cette taxonomie. Donc, soit l'activité est listée, soit elle ne l'est pas. Si elle ne l'est pas, il n'appartient pas à l'investisseur ou à l'assureur de décider que cette activité-là, finalement, pourrait améliorer l'adaptation. Il y a une liste d'activités. On est dans cette liste ou on n'est pas dans cette liste. Et il n'y a aucune interprétation sur la partie des secteurs. Il faut aussi comprendre que ça se mesure à l'aune de l'activité, c'est ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est-à-dire qu'une entreprise pourrait très bien produire de l'énergie à partir du charbon et à partir des énergies renouvelables. C'est la partie relative aux énergies renouvelables qui va nous intéresser dans le calcul du ratio. Une des raisons pour lesquelles ça peut paraître surprenant, les ratios investissement sont tellement bas par rapport à des ratios de souscription non-vie qui sont tellement hauts.
tellement élevé. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'éligibilité, sur la souscription, ça se fait en chambre. C'est-à-dire que chacun va aller regarder dans ses propres contrats ce qu'il y a. Sur la partie investissement, on est instantanément dépendant de la donnée externe, puisque nous n'avons pas la capacité de savoir ce qu'il y a exactement dans les activités de Total Energy. C'est Total Energy qui doit nous dire quelle est la partie de ces activités qui est éligible à la taxinomie et quelle est la partie de ces activités qui ne l'est pas. Donc nous avons besoin de cette donnée externe. Et comme le disait Jennifer, il y a un décalage dans le temps. Tout le monde a été assujetti à la taxinomie la même année, sachant que les investisseurs institutionnels ont besoin d'avoir l'information provenant des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ces entreprises doivent communiquer l'information en 2022 sur la base du 31 décembre 2021. Au même moment, les investisseurs doivent déjà eux-mêmes faire du reporting sur ce qu'il y a dans leur portefeuille en 2021. Donc effectivement, il est probable qu'en passant de l'éligibilité à l'alignement, la partie du ratio souscription non-vie va baisser considérablement. Je ne suis pas aussi systématique dans ce qui va se passer sur les investissements, sachant qu'on va dans un premier temps avoir une augmentation matérielle, en tout cas je l'espère, de la partie éligible l'année prochaine, lorsque nous pourrons effectivement nous appuyer sur les données des entreprises. C'est fondamental puisque si ce sont des données modélisées ou des données estimées, nous n'avons pas le droit de les intégrer dans le calcul du ratio. Si vous avez une question, attendez d'avoir un micro, parce que comme on est enregistré, il faut que, pour que tout le monde puisse entendre ensuite, il faut absolument utiliser un micro. À regarder le benchmark là, sur la partie souscription non-vie, on voit que les réassureurs, même s'il y a des variations, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Ce qui semble un peu plus étonnant, c'est quand on compare Allianz à AXA et Generali, où on a vraiment des pourcentages très différents, alors que j'aurais imaginé que leur portefeuille se ressemble un petit peu. S'il n'y a pas d'interprétation de la part d'Allianz différente d'AXA, par exemple, je m'interroge. Alors, c'est une bonne question, et je pense que ça dépend des mix produits, et en particulier de la part de la non-vie, parce que la vie, en fait, n'est pas dans le champ pour l'éligibilité, donc ça doit refléter leur mix produit, mais peut-être qu'il y a d'autres précisions là-dessus. Moi, je peux évoquer juste la partie Generali. Non, c'est un choix politique du groupe de limiter uniquement l'immobilier. Donc je pense que nous verrons une croissance assez substantielle au prochain exercice. Donc je pense que là, à ce stade, on ne peut pas en tirer... Sur la partie investissement, moi, je parlais de la partie souscription. Sur la partie souscription. Mais je pense que c'est un peu la même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation sur la taxinomie. Il y a une obligation de transparence. On doit faire du reporting, mais à aucun moment, on ne nous dit il faut que 50% de vos investissements soient verts au sens de la taxinomie. Donc on a cette capacité de dire on fait ou on ne fait pas. Score a mis un ratio obligatoire à 0 parce qu'au numérateur, c'est-à-dire lorsqu'on calcule les activités éligibles, on doit limiter le périmètre des entreprises sur lesquelles on va aller chercher ces activités-là aux entreprises assujetties à la NFRD. Cette information, notre provider ne nous la fournit pas. Donc on a dit, mais on ne va pas aller chercher entreprise par entreprise, la base de données n'existe pas, on va mettre un ratio obligatoire à 0, best effort, mais on a publié un ratio volontaire dont on estime déjà qu'il est beaucoup plus puissant en termes de communication, en termes d'information. Un investisseur qui voudrait acheter des actions Score est beaucoup plus intéressé pour savoir quelle est, dans le monde entier, les activités qui pourraient être éligibles à la taxinomie et qui demain seront alignées, que de savoir dans le périmètre européen des entreprises soumises à la NFRD, quelle est la part qui pourrait être éligible, voire alignée. Donc il y a aussi une nécessité pour la Commission européenne de faire quelque chose qui est acceptable par les acteurs et qui donc dépend des informations dont on dispose. C'est plus facile de dire vous allez calculer tout ça sur des entreprises qui elles-mêmes doivent vous fournir l'information. Se pose derrière la question de savoir quelle est la pertinence de l'information qu'on va communiquer.
surtout à destination d'un investisseur qui, lui, veut savoir quelles sont les entreprises qui sont plus vertueuses ou moins vertueuses. Merci beaucoup pour vos explications et vos commentaires. Du côté du ratio souscription non-vie pour les compagnies d'assurance, donc en non-vie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur de différence qui vient de ce que lorsqu'on a des polices qui couvrent plusieurs garanties, certains intègrent, je crois que vous l'avez rapidement mentionné en fait, certains intègrent toute la prime de la police, y compris celles qui concernent des garanties qui sont en fait pas éligibles, et d'autres essayent de distinguer des garanties à l'intérieur d'une police. Je suis complètement d'accord. C'est effectivement ce que j'évoquais, c'est-à-dire que certains ont pris leur chiffre d'affaires découpé selon les 12 lignes d'activité solvabilité 2. Donc ça permettait en fait de segmenter et d'identifier les 3 lignes d'activité qu'on a estimées comme éligibles par la plupart des assureurs et réassureurs. En revanche, certains, là, ceux qui ont estimé que dès lors qu'ils vendaient un contrat multi-garantie pour lequel il y avait un aléa, une couverture explicite d'un aléa climatique, donc par exemple le contrat auto, si certaines garanties comme l'assistance ou la protection juridique étaient intégrées, ils intégraient 100% de la prime. Donc je pense que les ratios assez élevés, j'avoue que je les ai plus en tête, ont pu adapter cette stratégie. Mais globalement, j'ai vu que 80-90% du panel avait plutôt pris l'interprétation de place, de prendre les 3. Donc potentiellement, les 2 qui sont peut-être, on va dire, un petit peu plus généreux sur le ratio, c'est peut-être que ils avaient pris, on va dire, de façon plus large le montant des primes qui potentiellement étaient éligibles. Et l'automobile est éligible parce qu'on garantit le dommage. Oui. C'est pas parce que c'est un véhicule potentiellement polluant. Ah non. Non, non. On n'est pas à ce niveau-là. Là, on est encore sur l'activité ou non éligible, le dictionnaire. Merci. On pourra revenir s'il y a d'autres questions par la suite, mais je pense qu'on peut laisser la parole désormais à François de Generali, et qui est également impliqué dans les activités de France Assureur sur ces questions, pour nous présenter le point de vue des assureurs. Bon, je ne vais pas revenir. C'était parfaitement présenté. Merci, mesdames. C'est un sujet qui est quand même compliqué. Un sujet sur lequel je ne sais pas quel est l'état de noviciat du public que j'ai en face de moi, mais en tout cas, de toute façon, le sujet est récent. Donc, il est probable que vous soyez, comme beaucoup de gens, débutants sur le sujet. Moi, je ne vais pas vous raconter grand-chose, si ce n'est de vous alerter sur 2-3 points qui me paraissent clés. Et je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit. Le dernier point, en fait, le départage, il y a des gens qui ont été très courageux et qui sont allés un peu en profondeur dans le sujet pour voir ce qui est éligible et aligné. Alors, moins, mais puis il y a eu une part peut-être de fainéantisme. En tout cas, je pense que l'année prochaine, les datas qu'on aura dans le prochain exercice devraient être potentiellement moins dispersées que ce qu'on a, sauf à expliquer effectivement les stratégies de portefeuille qui peuvent effectivement expliquer ces écarts. Mais je pense que faut pas attacher, enfin c'est bien de l'avoir fait, hein, c'est une référence, mais il faut pas attacher trop d'importance en valeur absolue sur la data telle qu'elle est présentée aujourd'hui, parce qu'elle va évoluer rationnellement, de mon point de vue, l'année prochaine. Donc non, ce que je vais vous alerter peut-être sur 2 points, parce que là, ce qu'on fait, l'exercice que le législateur nous demande de faire, il repose sur une volonté telle qu'elle a été décrite, hein, c'est-à-dire tout ça, c'est aussi pour que globalement l'économie, les gens, la planète aillent mieux. Bon, il faut garder ça en tête. C'est pas qu'un exercice de contrainte absolue, même si quand même il y a des caractéristiques qui pousseraient à le penser parfois. Donc, ce que je voulais dire, c'est quelque chose qui repose, où on nous demande de photographier avec un logiciel complètement inédit, avec un outil, une taxonomie quand même inédite, de regarder ce qu'on a fait par le passé. Donc il y a une grosse tentation, et là je dénonce personne, il y a une grosse tentation naturelle et légitime de conservatisme et de post-rationaliser sur et à l'aune de ce spectre ce qui a été fait par avant, enfin ce qui était fait avant, voilà. Et en fait, je pense que si on se limite à ça, en fait, on rate un peu l'exercice pour moi. C'est en quoi cette taxonomie peut aussi nous aider à repenser la manière dont on assure et donc réassure
réassure les activités et en quoi et pourquoi on doit aussi faire évoluer nos business models, c'est-à-dire en gros la façon dont nous fabriquons les produits d'assurance. J'ai une petite liste issue en fait des textes sur les critères telles que les offres devraient pouvoir être construites désormais, puisque là je suis plus sur la branche évidemment non-vie, mais ça s'applique aussi à la vie de manière. C'est la position de leadership en matière de modélisation et de tarification des risques climatiques, c'est-à-dire comment nous intégrons dans notre logiciel le pricing et dans la façon dont on rédige nos garanties ce risque-là. En gros, à l'entrée, et non pas comme une conséquence. Deuxième, c'est la manière dont on conçoit les produits. Et je dis ça à des rassureurs, mais l'idée, c'est que comme vous allez regarder les contrats des assureurs, c'est peut-être bien aussi que vous ayez un point de vue sur ces sujets pour pouvoir analyser les contrats et donc le périmètre que ça concerne. Et en gros, en quoi, dans la conception du produit, je récompense des comportements, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, il est trop moralisateur, mais des comportements vertueux du client. Est-ce que je le récompense ou pas? Est-ce que je le pousse à changer son comportement, son usage? Et ça, c'est une façon aussi différente de construire un produit. Est-ce que la solution est innovante et en gros, comment je transfère dans la construction de mes garanties le risque? Par qui il est porté? Comment il est porté? 4. Est-ce que, et ça va être un point qui va être checké par les pouvoirs publics, est-ce que je suis dans une logique de partage des données avec les pouvoirs publics? De plus en plus, nous captons, et on le sait bien, vous comme moi, assureurs et réassureurs, on capte énormément de données. Comment on va les partager? Ça, les pouvoirs publics, et en tout cas l'Europe, pousse un peu dans cette logique. Donc ça veut dire qu'on va élever le niveau de coopétition ou de coopération sur ces sujets-là. On n'est pas franchement organisé pour, et on n'a pas franchement l'habitude. Alors, Dieu merci, France Assureur permet de mutualiser beaucoup de choses, mais je pense que ça va s'accélérer. 5e point, c'est quel est le haut niveau de traitement en matière de situation de post-risque climatique. Là, je suis toujours sur le climat. C'est en gros comment j'opère, moi, en tant qu'assureur, pour accompagner mon client ou les situations. Est-ce que je fais preuve d'une extrême générosité? Comment ça se passe concrètement et comment je le rends lisible par rapport à ce phénomène de post-sinistre et donc comment je le rends plus résilient après. Donc il y a des tas de concepts aujourd'hui, alors là je parle pour ma boutique Generali, mais on est en train de réfléchir très très fort justement à comment on va adapter nos processus d'indemnisation pour faire en sorte que s'il y a répétition, et malheureusement on le voit tous les ans, c'est les mêmes que vous voyez sur TF1 en train de pleurer parce que les grêles ont gros comme des œufs ou je sais pas quoi, c'est toujours les mêmes. Bon, comment faire en sorte que la fois suivante ça fasse moins de trous, ça fasse moins de dégâts. Et là, je ne connais pas les coûts encore, mais je pense que ça va nous coûter encore un peu de sous le dernier épisode de grêle. Et malheureusement, il y en aura encore et encore et encore. Et donc, il faut qu'on se pose la question de dire, voilà, est-ce que le principe d'indemnisation prend en compte le coût d'après? Et ça, comment on le price, comment on le rend viable et économique. Et enfin, c'est ce que vous avez évoqué, c'est le fameux do not... le significant harm, c'est en gros, est-ce que ce que j'assure, la façon dont je conçois le produit, n'aggrave pas ou ne maintient pas des situations qui seraient contraires aux objectifs fixés parmi les 6 objectifs, là 2, mais 4 à partir après 2023. Et donc, ça veut dire que en termes de conception, l'analyse que vous allez avoir technique va plus être tout à fait la même. Elle va être beaucoup plus riche. Pas plus intéressante, elle va être beaucoup plus riche, elle va être différente, et donc il va falloir que vous forgiez aussi des grilles d'analyse, vos propres référentiels pour dire ça j'accepte, ça je le price, ça le niveau est trop faible et donc du coup c'est moins intéressant, et donc ça veut dire que quelque part les traités de réassurance vont devoir intégrer cette dimension qui aujourd'hui, je pense que il y a un peu de Monsieur Jourdain dans ces affaires-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on faisait déjà sans le savoir, mais là, je pense qu'il va y avoir un niveau de lecture beaucoup plus évident, beaucoup plus clair, et donc ça veut dire que le dialogue que vous allez avoir avec vos clients, enfin les assureurs, va évoluer sur ce terrain-là aussi, et dans un intérêt bien compris des parties, parce que là, il ne s'agit pas de la compétition tarifaire pour dire ouais, mais moi je fais ça, donc non, ça veut dire voilà, en termes de granularité de l'information, en matière de géographique, en matière sectorielle. Ça va être des vraies discussions extrêmement riches, extrêmement intéressantes, peut-être plus longues. Et ça c'est une des conséquences métiers que je vois sur à la fois la fabrication des offres, donc, ou le re-engineering des offres existantes. Voilà, donc demain,
je pense qu'il y aura un peu de greenwashing, il y aura un peu de social washing, mais in fine, si on ne peut pas démontrer l'impact positif ou la réduction des impacts négatifs, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire ça un peu au doigt mouillé. Et dans certains cas, dans certains traités de rassurance, je ne nomme personne, voilà, si l'assureur n'est pas en capacité de vous prouver la nature, je veux dire, des risques qu'il porte, la manière dont il accompagne ses clients en matière de prévention, en matière de remise en situation, vous avez les données, vous avez les bases, et globalement, non, mais c'est très bien tout ça, mais c'est pas prouvé, donc on fait comme je dis. C'est-à-dire quand je dis, c'est vous. Donc ça, je pense qu'il y a un niveau de montée de compétences assez important. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais aussi intervenir, alors c'est sans lien en fait directement avec la taxonomie, mais c'est pas dénué de lien. C'est cette fameuse directive européenne en matière de due diligence. Aujourd'hui, il y a de gros débats, hein, c'est des débats juridiques et il n'y a pas de jurisprudence à ce stade. Nous pourrions, nous en tant qu'assureurs, et donc vous en tant qu'assureur indirectement, se poser la question si demain nous assurons certaines activités qui ne sont pas dans la taxonomie. Hein, c'est à la limite, voilà, on peut. La loi, la taxonomie n'interdit pas d'assurer un certain nombre de enfin, je dis n'importe quoi. Nous, on le fait plus, le secteur non plus, mais le charbon, enfin le thermique, tout ça lié au charbon, c'est pas illégal. Hein. Il y a des tas de secteurs où l'assurance reste légale. Et les capacités d'assurance internationale sont de toute façon suffisantes, même quand on se désengage d'un secteur. Malheureusement, ça n'a pas fait diminuer d'un milligramme de carbone sur la planète. Hein. Krasinski et puis d'autres investisseurs, private equity surtout, ont massivement réinvesti et trouvé des capacités d'assurance et donc de réassurance, j'imagine, pour le secteur du charbon, de l'exploitation. Et voilà, donc faut être réaliste. Donc la réalité du carbone, c'est une réalité physique. C'est pas parce que j'investis plus que hop, il a disparu. Non, elle existe encore cette donnée physique. Donc non, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où on est dans des activités vertes ou qu'on va déclarer comme vertes, avec toutes les caractéristiques telles qu'on les a décrites, si derrière il y a des effets qu'on n'avait pas mesurés ou des effets de soutien, le fait de soutenir certaines activités, notamment ce que la taxonomie telle qu'elle va évoluer, ils appellent ambre, c'est-à-dire en gros c'est des trucs qui sont pas verts, qui sont pas non plus rouges, c'est-à-dire noirs, il faut les exclure, mais ambre qui sont en phase de transition, pour parler simple, d'accord ? Et donc là-dessus, on pourrait avoir des procès, des intentions en disant, je vais vous prendre un exemple très simple, alors jusqu'en 2030, on pourra toujours acheter du thermique, mais on pourrait très bien avoir du contentieux en disant, vous, en tant qu'assureur, vous soutenez un secteur d'activité qui fait du mal à ma santé, qui fait du mal à l'environnement, à la biodiversité, je vous attaque à ces motifs. Et donc, il faut s'attendre de plus en plus, et ça, il faut qu'on arrive soit le cadrer juridiquement, soit le cadrer réglementairement, à savoir jusqu'où la responsabilité de l'assureur va aller en termes de soutien. C'est un peu comme le banquier, soutien abusif, c'est-à-dire en gros le banquier qui laisse sa ligne de crédit ouverte, puis sous un moment, l'entreprise est faillie, et puis le client se retourne contre le banquier en disant « ouais, mais soutien abusif, cher ami, donc la dette, vous vous asseyez dessus ». Et alors là, du contentieux, il y en a beaucoup, et je connais un peu le sujet. Mais là, pour l'assurance, je pense qu'on a un risque aussi de cette nature. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on développe, ce que je voulais dire derrière, une véritable expertise, une véritable compétence, pas que juridique, mais aussi sectorielle sur ces sujets, pour voir comment on s'y prépare. Et ça, à mon avis, c'est des choses à échéance de 3 à 5 ans. Quand je regarde, je suis beaucoup l'actualité, je ne suis pas obsessionnel, mais je suis beaucoup l'actualité judiciaire sur toutes les actions que peuvent avoir des citoyens, des ONG, à l'encontre des villes, des États, d'un certain nombre d'acteurs, d'entreprises. Et ce que je regarde, c'est les motifs de l'attaque. Et ces motifs, ils sont toujours autour du même sujet, c'est-à-dire ceux que je viens de décrire. Et ça, je pense que le coût et la responsabilité à terme de la prise d'assurance dans nos processus de souscription, il va falloir checker, et ça veut dire que le métier même, on discutait tout à l'heure avec mes collègues, mais ça veut dire que le métier même de souscripteur, le métier, je dirais, de l'intermédiaire, enfin de l'agent, du courtier, peu importe, va considérablement évoluer. Et ça veut dire que nous, si on veut être crédible, in fine,
au-delà des traités de rassurance, qui est voilà, tout en haut de la pyramide, mais qu'on veut que notre sujet soit crédible tout en bas, ça veut dire qu'il va falloir former toute une génération sur ces sujets, les sensibiliser pour qu'ils puissent, si nos systèmes d'info ne sont pas encore opérationnels ou si on n'a pas le provider qui va bien, qu'on puisse checker l'ensemble de ces sujets et de la nature des prises de risques réelles qu'on peut prendre, qui ne seront pas que des risques de réputation. Hein. Là, je pense vraiment à des risques judiciaires qui peuvent coûter, évidemment, en réputation. Donc voilà, moi je voulais vraiment vous sensibiliser sur ces 3 aspects, sur le cadrage et je dirais la façon de fabriquer ou d'aménager nos offres, produits et services, ce risque je veux dire, ce risque juridique, parce que ce texte sur la due diligence qui repose toujours sur des bonnes intentions, hein, c'est pas. Et puis ce dernier point qui me paraît fondamental. Et là, il faut vraiment que vous aussi, vous puissiez, dans vos négociations avec les assureurs, regarder le sujet de la formation et de la sensibilisation de ce sujet dans toutes les strates de l'entreprise. Et pas seulement que technique, c'est au niveau des réseaux de distribution. C'est-à-dire quelle est la crédibilité qu'on peut avoir sur ces sujets si mon intermédiaire, quel que soit son statut, est incapable d'aligner 2 mots sur ce que c'est une analyse ou un risque ESG, par exemple. Enfin, je veux dire, voilà, on vend pas des objets. Enfin, on vend du service, du conseil, de l'accompagnement, de la prévention. Et sur ces sujets, c'est fondamental. Or, aujourd'hui, la crédibilité viendra aussi de ça. Mais ça veut dire aussi que dans toutes les strates de l'entreprise, la gouvernance sur ces sujets, elle soit aussi au bon niveau, et pas qu'au niveau technique. C'est-à-dire que la gouvernance de la durabilité, elle est, de mon point de vue, elle doit se placer au niveau sommital et savoir comment tout ça cascade, y compris au niveau du conseil d'administration pour les entreprises qui en ont un, mais derrière, de voir aussi jusqu'à l'échelon le plus proche, c'est-à-dire les réseaux de distribution sont réellement formés. Cette taxonomie, il n'y a pas un client qui va comprendre de quoi on lui parle. Enfin, aujourd'hui, c'est complètement compréhensible. Il va se douter un petit peu, mais globalement, il ne va rien y comprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même certains assureurs n'y comprennent pas grand-chose. Et donc, du coup, on est dans une phase un petit peu de ce que j'appelle, moi, de post-rationalisation. On essaie qu'est-ce qu'on fait de bien sur le sujet, comment on peut le flaguer un petit peu, beaucoup passionnément. Et la vraie question, c'est comment on va accompagner cette avalanche réglementaire d'un point de vue, moi, je suis plutôt positif. Je suis très content parce que si on avait attendu que chaque acteur économique se dise responsable et agisse, je pense qu'on y sera encore. Donc du coup, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Maintenant, il faut qu'on voit l'impact que ça a sur la transformation de nos produits, la façon de les pricer et les façons de les vendre à nos clients. Et ça, l'enjeu de la formation, et on sait que les time markets des assureurs sont quand même globalement très mauvais. On n'est pas capable de sortir un produit en 1 mois. Enfin, c'est 2 mois, 3 mois, il faut souvent 1 an avec des chaînes de gestion très lourdes, etc. Donc on n'a pas des time markets très bons en termes de conception de produits et de lancement de nouveaux produits. Alors ça changera, je pense, un jour. Aujourd'hui, on va plutôt essayer de tirer les sujets par les cheveux en disant tiens, si j'ai quand même un petit truc qui a un impact sur la résilience du client suite à un événement climatique, bon allez, je prends 100%, je prends 100% de la prime. Et là, on est clairement dans du greenwashing. D'ailleurs, je pense que ça sera retoqué par la régulation. À mon avis, il y a un ménage qui sera dans les 2 ans, 2-3 ans, assez vite. Mais en attendant, voilà, on va donner des signaux au marché qui ne seront pas très bons. Donc, vaut mieux être plutôt, moi c'est la position, en tout cas chez Generali, être un petit peu plus rigoureux, un petit peu plus exigeant, quitte à avoir des ratios assez bas, et puis avoir une trajectoire de progression en disant, voilà, je sors un produit, je fais évoluer un produit, je fais évoluer un service, qui inclut clairement, avec des notions de KPIs et d'impact, l'évolution vers plus de parts vertes dans mes offres. Et ça, je pense que je pense que la plupart des assureurs, mes camarades, que ce soit d'AXA, d'Allianz, enfin, tous les autres que je fréquente, notamment chez France Assureurs, on est quasiment tous d'accord là-dessus. Après, il faut convaincre chaque entreprise par entreprise. Mais ça, je pense que c'est un échange nouveau, enfin un terrain de jeu nouveau, d'échange important entre un assureur et vous, enfin les rassureurs. Et je pense que il y a des débats scientifiques, techniques, ça c'est clair, juridiques aussi. Mais il y a des débats aussi sur la philosophie et la stratégie que l'entreprise va avoir. Je pense que ça aura un impact sur le montant et la nature des traités. J'en suis absolument convaincu. Je ne suis pas du tout un spécialiste en réassurance.
Mais le peu que j'en connais, effectivement, me montre que ça ne sera pas marginal, quoi. Ça ne sera pas des pouillèmes non, ça devrait être à terme assez significatif. En fait, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est une réglementation qui va apporter une véritable transformation. On peut presque dire qu'on va passer d'un monde de produits à un monde de solutions. Et il va falloir organiser toute la chaîne de valeur entre le réassureur, le broker, la compagnie d'assurance jusqu'au retail, pour que chacun participe à cette transformation. Le but, et François le disait, quand on désinvestit ou quand on décide de ne plus assurer du charbon, mais que quelqu'un le fait à notre place, il n'y a aucun impact sur ce qu'on appelle l'économie réelle. Toute cette taxinomie, elle a quand même pour objectif, à l'ultime, de transformer et de faire en sorte qu'il y ait un impact sur l'économie réelle. Donc le but, c'est pas d'afficher le ratio taxinomie le plus élevé possible. Le but, c'est véritablement de repenser la façon dont on fait notre métier pour qu'il ait un impact direct sur l'économie, qu'il la rende effectivement plus résiliente. Et là, on est véritablement dans le principe de la double matérialité, la matérialité qu'on appelle inside out, c'est-à-dire comment les solutions que je vais proposer à mon client vont permettre d'avoir un impact positif sur la société, sur la protection de la planète, sur la protection de l'environnement. Et c'est un vrai changement. Effectivement, essayer de faire une espèce de backtesting des produits qu'on a en portefeuille aujourd'hui pour les faire rentrer au chausse-pied dans une réglementation qui est une réglementation qui doit nous obliger à regarder devant, c'est un exercice compliqué et on va en avoir plein d'écueils. Mais je pense qu'il faut vraiment rester conscient que cette finance durable, elle reste à écrire. Elle est en train de se faire sous nos yeux et nous devons y participer. Il va falloir innover en termes de tarification. Le but, c'est de faire en sorte que le monde soit plus résilient. Il faut jamais perdre. Si on perd de vue l'objectif de la finance durable, ça devient une réglementation dans laquelle on cherche à cocher une case et on n'en prend que les mauvais côtés. Si on se souvient que tout ça s'inscrit effectivement dans ce qui a été rappelé, les accords de Paris, le Green Deal et la nécessité de transformer la société, quand on fait ça, quand on vend des produits plus résilients, quand on travaille à baisser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, d'une certaine façon, et les réassureurs le savent bien, on protège notre business model des catastrophes naturelles dans 20 ans, 30 ans. Donc on participe à travers cette taxinomie et cette obligation de penser nos produits différemment, on participe à la prospérité de notre business model à long terme. On participe à traiter, résoudre cette équation qui a été mentionnée par Marc Carnet, qui est la tragédie des horizons, c'est-à-dire faire en sorte que les décisions que nous prenons aujourd'hui aient un impact positif à horizon 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et si ce changement climatique, on avait commencé à l'intégrer il y a 30 ans, on n'aurait pas forcément la grêle qu'on a eue le week-end dernier. Donc, merci François et Michel, c'est très complet et puis c'est passionnant de voir l'impact sur les modèles d'affaires et en termes de changement de culture. D'ailleurs, j'ai vu que Generali en fait affiche également des cibles en termes de progression des produits à haute valeur environnementale. Je pense que c'est intéressant comme évolution également. Oui, je pense que tu fais référence à ce qu'on appelait il y a encore 4 semaines, enfin un mois, des Green and Social Products, les produits ayant des bénéfices sociaux et environnementaux. Et maintenant, on appelle ça des Sustainability Solutions. Donc je rejoins. Donc on est bon au niveau sémantique. En fait, l'idée, c'était d'essayer de faire l'exercice que j'évoquais tout à l'heure, de post-rationaliser, puisqu'on sentait bien que tout ça allait arriver. Et donc, moi, j'ai créé un score, en fait, qui va de la création du produit, la vie du produit jusqu'à sa fin et son usage, sur une grille avec des questions très précises, des pondérations différentes en fonction des produits, vie, non-vie notamment. Mais en tout cas, une notation sur 100. AXA, pour être tout à fait transparent, a fait antérieurement ce qu'ils ont appelé les assurances citoyennes, avec une logique plus sociétale, mais moi qui m'a beaucoup inspiré. Donc du coup, moi je suis allé un petit peu plus loin en profondeur. C'était un peu plus business, un peu plus durabilité et performance liée à durabilité. Donc j'ai noté tous les produits
plusieurs centaines de produits, de 0 à 100, et j'ai fixé, alors, dans mon coin tout seul, après, personne n'a contesté quand je l'ai présenté à mon COMEX, j'ai dit, bah, voilà, tous les produits qui ont une note supérieure ou égale à 60 sont flyés green ou social. Basta. Et donc là, en fait, Mazars m'a posé la question, mais c'est un défaut professionnel normal chez eux. Donc je vais rajouter une brique taxonomie, effectivement, et on va rechecker produit par produit avec la même logique. Mais on ne restera pas que sur les 2 objectifs, c'est-à-dire que là, on va screener la totalité des objectifs, les 6 objectifs qui ont été présentés sur la taxonomie. Et donc là, on aura un truc qui fera plaisir à Mazars, qui sera une grille, une notation, ça sera opposable. Donc voilà. Et alors pas en 2023, mais en 2024, parce que 2023, j'ai pas les budgets. Ça sera aussi audité. Alors, AXA le fait déjà. Ils font auditer leurs assurances citoyennes. Ça veut dire que tous les nouveaux produits devront obligatoirement, pour être mis en marché, passer sur le score. Donc là, pour l'instant, j'ai mis 60, mais peut-être le niveau d'exigence de mon COMEX et de mon groupe passera à 70, 80, j'en sais rien. Bon, pour l'instant, j'ai mis 60. Hein. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai copié avec ça. C'est aussi simple que ça. Je trouve que c'est pas mal, c'est pas moins. Bon, voilà. Et les produits qui seront flyés, donc Sustainability Solutions, seront audités sur la base de ce référentiel. Donc c'est un référentiel interne, il sera complété par celui de la taxonomie, et donc ça sera une base de discussion en interne et en externe, et ça sera opposable, puisqu'on est transparent là-dessus, ça sera publié, on publiera la note, et en 2024, pas avant, désolé pour le chiffre d'affaires, mais ça sera en 2024, on prendra des tiers indépendants pour valider cette notation. Et l'intérêt, il est aussi très pédagogique, c'est aussi, ça oblige les solutions d'assurance, la technique assurance, le marketing, parce que c'est en fait l'indemnisation, enfin l'ensemble du processus de construction d'un produit, à s'investir. Je vais vous donner un exemple, et je me tairai, mais qui illustre vachement bien le propos et de la question. C'est, on a une unité assez importante de partenariat chez Generali, on l'appelait l'équité, en tout cas voilà. Et un de ses chefs de produit, super content, il dit, écoute François, c'est même pas la peine que tu t'emmerdes à faire cette grille. Je te propose un super contrat d'une flotte de trottinettes électriques. Truc, 400 000 € de prime, enfin vraiment un beau contrat. Je regarde, donc je dis c'est qui le fournisseur, voilà, tu peux me donner les documents commerciaux associés, parce que derrière on va être à l'assureur, donc il faut quand même regarder ce qui est derrière. Donc alors, déjà sur trois sujets, la prévention, il n'y avait aucune recommandation dans tous les supports dans le contrat. On est assureur, hein, en matière de prévention, casque, rien. Donc déjà c'était éliminatoire. Je n'ai pas précisé dans ma grille, il y a des notes éliminatoires. Ensuite, j'ai regardé quand même le fournisseur. Et j'ai creusé le sujet. Hein. Je peux vous assurer que, pas dépenser beaucoup de sous, mais j'ai un peu creusé le sujet. C'est fabriqué en Chine, dans des zones où il y a des camps de travailleurs ouïghours. Et je ne plaisante pas, c'est vrai. Donc il est très probable que ce soit des prisonniers politiques qui assemblent et qui fabriquent. Donc déjà, ça, c'était pas bon au niveau des droits humains. Et je ne vous parle pas de la réputation. Generali assure des flottes de trottinettes dont fabriquées par des prisonniers politiques. C'est bien. Et puis, le troisième truc que j'ai quand même checké, c'est le fait, la fin de vie des batteries, en fait, de ces trottinettes. On a creusé, évidemment, 0 réponse, ça veut dire qu'il n'y avait pas de fin de vie prévue, ça allait sûrement être poubellisé, donc c'est une vraie tuerie environnementale. Donc sur ces principaux sujets-là, qu'il n'avait pas du tout capté, métier, prévention, fabrication, le fournisseur et fin de vie du produit qu'on assure, il n'y avait rien. Mais lui, pour lui, ce qu'il voyait, c'est la mobilité douce, trottinette électrique. J'ai dit, bah non, c'est pas suffisant. Et donc là, du coup, alors il était vachement déçu, parce que du coup, je lui ai dit, mais c'est même pas, tu me le présentes pas le dossier. Il n'a pas fait l'affaire, hein, je tiens à le dire, parce que moi, j'avais mis mon veto, évidemment, là-dessus. Franchement, le risque réputationnel nous aurait coûté beaucoup plus de 400 000 €, j'en suis quasi convaincu. Enfin, en marche, c'est beaucoup moins. Mais en tout cas, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Et donc, du coup, c'est cette logique green, cette logique liée à la taxonomie, elle est quand même vachement saine, parce que ça oblige aussi à se poser des vraies bonnes questions. Enfin, ce que tu disais, c'est très juste, c'est se rappeler pourquoi on le fait et à quoi ça sert. Avant de demander s'il y a d'autres questions aussi dans la salle, Michel, comme François a rappelé l'importance de vérifier, quand on se projette sur 2024 et sur la perspective de l'alignement, pour toi, en fait, quels sont les défis? Comment on va pouvoir vérifier le respect des critères, comme le DNSH? Alors, le défi de 2024, il est des deux côtés du
du bilan, hein. On est toujours ceux qui sommes les plus touchés, à la fois au passif et à l'actif. Il va falloir récupérer de la donnée, il va falloir l'organiser, il va falloir la structurer, mais on ne peut pas aujourd'hui se limiter à la donnée sur le climat quand on sait qu'arrivent dans les cartons les 4 autres objectifs environnementaux. Donc il y a un énorme travail de compréhension de la réglementation, parce que demander de l'information, ça suppose quand même qu'on ait compris ce qu'on doit demander et comment on l'organise en interne. Et quand on est réassureur, il va falloir qu'on collecte cette information aussi auprès des assureurs et qu'on éduque les brokers à récupérer cette information-là. Donc il y a tout un travail de transparence, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout au long de la chaîne de valeur qu'il va falloir organiser. Et il va falloir surtout apprécier des critères un peu compliqués à apprécier. Ce DNSH, c'est une estimation en creux, en fait. On ne nous demande pas de démontrer que ça fait quelque chose, on nous demande de démontrer que ça ne fait pas quelque chose. Et c'est un concept extrêmement compliqué à matérialiser. Alors, sur la partie assurance, je pense qu'il y a moins de maturité qu'il y en a sur la partie investissement. Mais sur la partie investissement, en tout cas chez SCOR, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis déjà 2 ans. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, on n'a pas d'informations. Et on cherche à vérifier qu'il n'y a pas d'informations. On cherche à vérifier qu'il n'y a pas de controverse. On cherche à vérifier que rien n'a été dit. Et donc, on n'a jamais fini de vérifier ce do no significant harm. Et on est quand même essentiellement, alors je ne sais pas comment les commissaires aux comptes vont l'apprécier, mais ça va rester un best effort. Hein. Et à un moment donné, on va peut-être se retrouver avec une controverse qui arrive, c'est-à-dire un ratio qui devra être amendé d'une année sur l'autre alors que rien n'a changé dans le portefeuille. Donc non seulement il faut collecter de la donnée, mais c'est une donnée qui va devoir être dynamique et qu'il va falloir apprendre à gérer dans le temps. On va avoir, alors on n'en a pas du tout parlé dans la présentation des critères techniques, mais cette taxinomie, elle a pour objectif d'accompagner l'Europe vers une économie bas carbone. C'est-à-dire que les critères techniques d'alignement aujourd'hui, il est prévu de les modifier dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Dans 5 ans, peut-être qu'on n'en acceptera plus que 70, et puis 50, et puis 30, pour aller jusqu'à la neutralité carbone. Donc il faut aussi prévoir une dynamique des critères qui vont nous permettre de dire c'est éligible ou ce n'est pas éligible. Donc on est dans un monde complètement mouvant parce que 4 autres objectifs vont arriver rapidement avec des critères techniques, parce que les critères techniques eux-mêmes vont évoluer dans le temps pour s'assurer qu'on est de plus en plus vertueux. Et au milieu de tout ça, il va falloir essayer d'estimer ce que l'on fait. On n'a quasiment pas parlé des investissements. C'est une façon complètement différente de traiter l'information. Le monde des investissements, alors on va laisser de côté la partie un peu compliquée qui est la partie immobilière, actifs physiques, etc. Mais sur toute la partie qui représente quand même l'essentiel de nos portefeuilles d'actifs liquides, il y a un modèle économique qui fait que des cabinets de consultants vont pouvoir analyser l'information à la maille du code ISIN. Un code ISIN est détenu par des milliers d'investisseurs. Une fois qu'ils auront fait le travail sur le code ISIN, ils pourront le commercialiser. Et donc, la récupération de l'information, ça va être essentiellement un budget. Il va falloir prévoir de l'argent pour pouvoir acheter de l'information. Sur la partie contrat d'assurance, on est véritablement c'est ce que je disais tout à l'heure, on est en chambre, c'est-à-dire c'est de l'information qui est à la maille du contrat. Et il n'y a aucun business model qui va se monter avec un provider externe qui va dire moi, je vais aller éplucher tous les contrats d'assurance de la place de Paris et je vais vous vendre l'information sur l'éligibilité potentielle d'un contrat ou non. C'est-à-dire que c'est de l'information qu'il va falloir apprendre à processer en interne. C'est un tout nouveau métier par rapport à la façon dont on a l'habitude de travailler. Après, on est capable de récupérer de l'information pour tarifer du risque. Donc on sait aussi comment faire pour récupérer les informations dont on a besoin et qui nous servent. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre de vue à quoi ça va nous servir
pour être sûr de récupérer l'information pertinente et pouvoir la réutiliser. À horizon 2024, on aura cet alignement, mais en tout cas du côté des actifs, on aura 2 années de track de l'information publiée par les entreprises. Et ça va nous permettre aussi d'affiner nos méthodologies et de vérifier que la façon dont on considère les informations est satisfaisante. On va pouvoir faire des road testing, des pilotes et des choses comme ça. Sur la partie réassurance, ça va être beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, on va être extrêmement tributaire du bon vouloir des brokers et des clients. En fait, donc, comme ça sera en 2024, mais ça portera sur 2023, pour les réassureurs qui sont en dialogue avec les cédantes, il faut s'y préparer dès les renouvellements en 2023, disons. Donc c'est vraiment maintenant. Et puis on évoquait aussi comment on convainc les commissaires aux comptes. Donc, je pense qu'il y avait des questions dans la salle. Merci une nouvelle fois. Moi, je voudrais quand même revenir sur le risque de souscription, sur le passif, désolé Michel, et sur le critère DNSH. Parce que, alors, pour le besoin de cette question, j'admets que tout ça est vertueux, que le régulateur nous emmène, fait son travail dans la bonne direction, et j'admets qu'on sait ce qu'on doit faire. Bon, ensuite, moi, ma question donc, porte sur les conséquences. Donc, on va avoir des tas de cédantes qui ne sont pas du tout dans des pays européens, donc qui elles-mêmes ne sont pas soumises à cette réglementation, et dont on ne peut pas dire elles-mêmes vont nous fournir ces données puisqu'elles sont obligées de les produire pour leurs propres besoins. Et donc concrètement, quand on n'aura pas d'infos sur le DNSH, est-ce qu'il faudra se mettre à 0 ? Donc on va passer de 60% en éligibilité à 0% en alignement, juste parce qu'en fait, on ne saura pas vérifier le DNSH. Donc, on sera tous à 0. Et so what ? Parce que dire, c'est pas grave, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, tout ça, ça va dans le bon sens, c'est vertueux. Ça me va parfaitement, en fait. Mais juste, s'il n'y a aucune conséquence pour nous, ça va. Mais est-ce qu'il y en aura ? Et à un moment donné, les CAC... encore une fois, on sait ce qu'on doit faire tendanciellement. À horizon 100 ans, on aura toutes les données de tout le monde. Mais concrètement, on va faire quoi, en fait ? Et avec quelles conséquences ? Concrètement, si vous n'avez pas l'information, vous mettrez 0. C'est ça ? Oui. Quelles conséquences ? La conséquence, c'est qu'il va falloir... L'objectif, en fait, de l'Europe... Alors, il y a un côté très extraterritorial, en effet, sur le sujet, puisque on regarde des entreprises basées en Europe qui vont publier une information en allant chercher dans d'autres, parfois, entreprises qui ne sont pas en Europe. L'enjeu, ça va être de construire ce flux d'informations pour récupérer l'information auprès de ces entreprises-là. Vous y êtes pas, vous vous alignez avec les critères européens et quel élément justificatif vous pouvez nous apporter. Mais sinon, c'est le cas pour vous, que c'est pour le cas pour toutes les entreprises. Elles n'ont pas l'information, elles mettront 0. C'est pas c'est je dois valider les seuils de performance, je dois prouver les DNSH et je dois prouver que je respecte les minimum sauvegardes ou que mes fournisseurs, mes parties prenantes le respectent si je veux pouvoir prendre l'information. Et est-ce que ça posera un problème d'avoir 0 pendant 10 ans ? Ça posera peut-être un problème à vos investisseurs. Voilà. En fait, il n'y a pas de pénalité. Ce n'est pas une réglementation qui donne de la pénalité. C'est une réglementation qui demande de la transparence. Alors peut-être dans 10 ans, l'Europe dira maintenant on va sonner la fin de la récré, on est navré. On est en 2030, on n'a pas atteint l'objectif de moins 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On va vous mettre la pression et maintenant, il va y avoir des taxes, maintenant, il va y avoir des amendes. Donc, il faut s'y attendre que si on n'y va pas et si la tendance n'est pas là, on va arriver vers des pénalités. Pour l'instant, l'esprit du texte n'est pas ça. C'est de dire, on a un objectif, organisez-vous, on sait qu'il faut récupérer l'information. Le juge de paix, ça sera les investisseurs. À date, c'est ça, les investisseurs, vos parties prenantes. Parties prenantes, ça peut être la réputation, ça peut être une ONG, c'est ce que vous dites. Vous pouvez être interpellé par le citoyen lambda. La CS3D, la loi sur le devoir de diligence européen permettra peut-être de le faire. Donc il y aura cette pression de la réputation et des parties prenantes. À terme, bien entendu que si on n'y arrive pas, si on dit la neutralité carbone en 2050, c'est mal parti, il va y avoir des pénalités. On ne va pas se voiler la face, ça arrivera. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est mettez-vous en ordre de marche.
essayer de récupérer l'information. On sait que les chiffres ne vont pas être bons. Et d'ailleurs, je dirais presque, heureusement qu'ils ne sont pas bons, parce que la taxonomie, c'est censé être ambitieux. Donc si demain, toutes les entreprises sont alignées, ça veut dire qu'ils ont loupé leur texte. Voilà, on va être clair. Hein. Si tout le monde est très bon, le texte n'est pas, les critères sont pas assez ambitieux et donc il va falloir les augmenter dès l'année prochaine. Donc voilà, ça va être ça. Là, l'enjeu, c'est on s'organise, on essaie de récupérer l'information. Peut-être que le texte évoluera, peut-être qu'ils simplifieront des choses. C'est pas impossible de le penser. On voit bien déjà dans les questions-réponses de l'Europe qu'ils ont déjà commencé à mettre des guidelines, à revoir après certaines positions. Ça évoluera sans doute. Mais aujourd'hui, c'est comment on essaye de récupérer l'information pour pouvoir le publier. Et si on ne l'a pas, eh ben c'est zéro. Voilà. Pour répondre à votre question, je suis moins inquiète sur la partie passive que sur la partie active. Je pense que lorsque les investisseurs, mais on le voit dans les roadshows investisseurs, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus demandeurs sur la partie politique d'investissement responsable que sur la partie souscription responsable. Et la réglementation qui, à mes yeux, est aujourd'hui la plus contraignante, c'est quand même l'article 29. Et dans cet article 29, encore une fois, ce n'est qu'une obligation de transparence. Quelle est votre exposition aux énergies fossiles et quelle est votre exposition, quel est le pourcentage de votre portefeuille qui est éligible à la taxinomie. Donc, on n'est pas du tout dans un monde qui dit « vous devez le faire ». Il va y avoir une course à l'échalote. Évidemment, s'il y a des assureurs cotés qui sont capables de démontrer que 60% de leurs activités d'assurance sont éligibles ou alignées avec la taxinomie et qu'on a à côté 3 assureurs qui en ont 0, bon, il peut y avoir une histoire. Après, il y a un narratif. Hein. Moi, je comprends que l'Europe et le monde entier essayent de réduire le développement durable à des KPIs financiers pour pouvoir les mettre dans des tableaux et les processer. Ça reste une histoire de narratif. Et parfois, il vaut mieux avoir un portefeuille très exposé aux énergies fossiles avec une stratégie d'engagement puissante qu'on essaie de dérouler, que de dire finalement, moi j'ai aligné mon portefeuille avec les accords de Paris, j'ai déjà décarboné de 80% parce que je suis sorti de tout le secteur de l'énergie. Donc le narratif va rester extrêmement important et le chiffre en lui-même n'aura pas forcément beaucoup de valeur. Une trajectoire sera déjà plus intéressante. Comment on arrive à passer de 1 à 5%? Et effectivement, selon la juridiction dans laquelle on travaille, on va récupérer facilement ou pas l'information. Des réassureurs internationaux, sincèrement, sur la partie Asie, on n'est pas prêt de récupérer de l'information, mais ça se raconte. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de faire du business en Asie parce qu'on n'a pas l'information ? Ou est-ce que ça veut dire que dans les rapports, il va falloir expliquer pourquoi ce chiffre est à ce niveau-là et que si on le compare avec un certain nombre d'autres assureurs ou réassureurs, le business mix peut l'expliquer. Donc, il y a aussi un enjeu de convergence des normes au niveau international et où on en est sur ce sujet en fait. Je vais le prendre. On en est dans une phase où le premier qui sortira sa norme aura peut-être gagné. Non, on est dans une phase, alors on va avoir où tout le monde est en train de se chercher sur le sujet. Une guerre assez habituelle entre l'Europe et les États-Unis. C'est pas pour rien qu'Emmanuel Faber a un peu changé de bord entre-temps en passant plutôt du côté des Américains. Alors malgré tout, il y a quand même une convergence. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, il y a 3 sujets dont on parle. On parle de la taxonomie au niveau européen. En allant un petit peu plus loin, il y a ces fameuses normes de reporting qui sont encore plus pour moi le nerf de la guerre sur le sujet, qui sont en train de se créer avec l'Europe qui travaille avec les FRAG à créer ces normes, donc qui devront être publiées en tout cas d'ici la fin de l'année. On a de l'autre côté l'ISB qui aussi travaille sur des projets de normes et qui a aussi lancé une consultation sur le sujet. Et on a aussi la SEC qui travaille sur des projets de normes et qui a aussi lancé une consultation en même temps sur le sujet. Ce qui est rassurant, moi je trouve, c'est qu'ils se parlent. Sachez qu'ils se parlent entre eux, avec quand même une ambition de se dire on ne sait pas qui va gagner, voilà. On ne sait pas qui finalement va imposer son projet, mais dans tous les cas, il faudra éviter que les entreprises publient 2 fois le même indicateur avec 2 méthodologies différentes et 2 définitions différentes. Donc il y aura des spécificités. Typiquement, les normes européennes publiées par les FRAG, on parle beaucoup de la double matérialité, c'est une des spécificités, c'est l'impact que
l'environnement, l'écosystème a sur mon activité financière, hein, le changement climatique, comment ça va impacter mon activité. Est-ce que demain, je ne pourrai plus produire du coton en Asie, il va falloir que je cherche d'autres sources d'approvisionnement ou d'autres territoires. C'est l'impact du climat sur mon activité, mais aussi moi, quel impact j'ai sur le climat. C'est-à-dire quand je produis du coton, c'est pas très vertueux en pratique en fonction des modalités de production. Donc l'Europe est plutôt dans cette promotion de dire double matérialité, je regarde le double impact qu'il peut y avoir. La partie américaine, elle est plus sur la matérialité financière. C'est le SASB, c'est toutes ces normes que vous connaissez peut-être, qui sont plutôt, bah oui, l'impact que ça a sur mon business. Moi, investisseur, j'ai envie de savoir comment mon business, le business de l'entreprise va évoluer et comment financièrement ils vont s'en sortir. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même vision. Et pour autant, quand ils parlent entre eux, bah, aujourd'hui, on voit bien que sur le volet ISSB, ils disent « Ah, c'est quand même pas mal la double matérialité. On va peut-être réfléchir pour l'intégrer aussi. » Donc, ces échanges qu'il y a aujourd'hui vont aboutir à plusieurs normes, c'est certain, mais il y aura des points communs et il y a des choses qui ne seront pas produites deux fois. Il y aura peut-être des choses en plus d'un côté que de l'autre, mais on va quand même sur un état d'esprit qui est de se dire ne faisons pas publier deux indicateurs qui ont le même intitulé mais qui sont calculés différemment par une entreprise. Maintenant, après, on aura la même problématique sur le financier que vous connaissez mieux que moi, c'est que forcément, il y en aura peut-être un qui prendra le dessus à un moment donné qui s'imposera. Voilà. Ça se passera sans doute comme ça. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, on aimerait bien que ça soit l'Europe pour une fois sur le sujet. Et après, tout l'enjeu derrière, c'est qui va sortir ces normes en premier. La taxonomie, c'est l'Europe qui l'a publiée en premier. Aujourd'hui, le UK le reprend. Le Canada y réfléchit. Quand on regarde ce qu'ils produisent, ça ressemble quand même beaucoup à ce qui a été fait au niveau européen. Donc le premier qui a l'idée et qui porte le sujet, vu que ça s'impose aux entreprises, qui sont comme des entreprises internationales, forcément les autres ont tendance à reprendre. Donc l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est qui va produire en premier. Et au moins les normes européennes, on sait qu'elles vont s'imposer à vous de toute façon. Dans tous les cas, il n'y aura pas le choix, elles vont s'imposer demain à vous. Donc là-dessus, l'enjeu, il est plutôt là. Ma réponse était claire sur le sujet. Très clair. Il y a peut-être encore des questions dans la salle. Sinon, on a également une slide de conclusion très rapide qu'on pourra projeter. Et avant de redonner ensuite, pour finir, la parole à Nicolas. Christophe, une question ? Oui, moi je suis courtier, je ne suis pas encore très bien formé, mais je me soigne aujourd'hui. J'entends que nos clients vont être impactés par des demandes d'informations complémentaires. Comment voilà, c'est quoi les prochaines étapes ? On parle déjà du 1er janvier 2023. C'est déjà, enfin, les productions d'informations de nos clients pour le prochain renouvellement sont déjà en cours. C'est déjà trop tard. Voilà. Comment vous envisagez le calendrier ? Est-ce que du coup la PREF, c'est quelque chose qui fait partie des travaux que la PREF va se saisir pour travailler dans le sens où le marché français apporte des informations qui vous sont nécessaires ou utiles. Comment on peut envisager le... Alors, la PREF peut faire un travail de pédagogie. En ce moment, je pense que les acteurs, notamment réassureurs, réfléchissent à l'interprétation des critères et la façon de les mettre en œuvre, parce qu'il faut les interpréter. Il y a des Q&A de la commission, mais elle ne donne pas des réponses à toutes les questions. Donc c'est un travail, moi je dirais que c'est un travail en cours. Les réassureurs internationaux se parlent, parce qu'en fait, on est tous, on va pas se mentir, on a des calls avec Munich Re, des calls avec Swiss Re, des calls avec Hannover Re, pour essayer de comprendre comment, justement, déjà comment on interprète le texte, c'est-à-dire le passage de l'éligibilité à l'alignement. Et sincèrement, on n'a pas encore aligné nos positions, sans mauvais jeu de mots. Une fois qu'on sera à peu près d'accord sur le type d'information dont on a besoin, on pourra commencer à adresser un template pour collecter quelque chose. Mais tant qu'on n'est pas déjà d'accord, absolument d'accord sur la façon d'interpréter le texte, là, pour le coup, on risquerait de partir chacun avec sa feuille Excel et récupérer des informations, enfin jouer un peu à l'ISSB contre les FRAG en oubliant l'interopérabilité. Donc, on n'est pas prêt. Enfin, voilà, pour répondre à votre question, on n'est pas prêt. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Sinon, on redonne la parole à Nicolas. Voilà, il y avait une slide très rapide
de conclusion, hein, mais tout a été dit sur le fait que notamment dans l'assurance et la réassurance, on est doublement concerné à l'actif, au passif. C'est une opportunité pour faire évoluer des expositions. Ça va s'intensifier, donc il faut se préparer et très bien anticiper la charge de reporting et le besoin de données. Nicolas ? Oui. Juste un dernier mot. On parle beaucoup de cette taxinomie-là, mais je reviens sur ce qui a été dit. Ce sont tous les standards qui vont débarquer avec la CSRD qu'il faut déjà anticiper. Donc c'est qu'une toute petite... Ça paraît déjà une montagne à franchir, mais ce n'est qu'une toute petite partie du reporting qu'il va falloir mettre en place dans les années qui viennent. Et il serait, à mon avis, utile d'avoir d'avoir la vision de ce mur de reporting qui arrive pour ne pas commencer à faire quelque chose qui serait extrêmement efficace pour la taxinomie, mais pas du tout adapté aux autres standards qui vont arriver derrière. Merci. Excusez-moi, c'est pas une question essentielle non plus, mais du coup, qui va lire, exploiter ces reportings en fait? Non, mais qui sont les gens qui auront la mission, le temps et l'intérêt à les exploiter utilement? A priori, les investisseurs, les parties prenantes externes, peut-être un jour aussi le régulateur. Et puis, il faut aussi garder quelque part en arrière-plan que si, et ça répond un peu à votre question de tout à l'heure, si on ne va pas assez vite dans le déploiement de tout ça, il y a quand même le Brown Penalizing Factor qui finira par nous tomber dessus. Hein. C'est-à-dire le fait que tout ce qui ne tient pas compte... cette taxinomie, elle n'est pas risk-based. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que si une activité est éligible ou alignée plutôt sur la taxinomie, elle présente moins de risques qu'une activité du même secteur qui ne le serait pas. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à le démontrer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. On a essayé de militer pour un green supporting factor, moins de charges en capital pour des activités qui seraient alignées sur la taxinomie. On n'arrive pas à faire cette démonstration-là. Le régulateur, et ça en vient aux sanctions qu'on pourrait connaître un jour. La sanction, elle ne sera pas forcément financière, mais le régulateur finira peut-être un jour par dire si ce n'est pas éligible et si ce n'est pas dans les clous sur la base d'un certain nombre d'autres standards qui vont aussi être la taxinomie sociale et les autres objectifs environnementaux, là, pour le coup, vous prenez des risques à assurer ces activités-là. Et donc, la charge en capital devrait être plus élevée. Et juste, vous disiez à qui va être adressé tous ces reportings extra-financiers. Je pense qu'effectivement, les investisseurs seront les plus à même et toute la partie extra-financière aura peut-être même plus de poids que votre bilan et vos états financiers actuels que vous publiez dans le document d'enregistrement universel qui est déjà très lourd. Je ne sais pas qui les lit aussi finalement. Donc c'est un peu le même... En tout cas, nous, on les lit, je confirme. Mais ça prendra autant de place, si ce n'est plus. Sans oublier l'attention très grande des superviseurs sur ces questions. Ils sont très mobilisés. Donc il y a des commissions. Michel est membre de la commission de l'AMF sur ces questions. Et donc ça va également monter en puissance. Non, ma question, c'est est-ce que ce sera vraiment utile pour le climat, en fait, mais... Espérons-le. Alors, je tenais d'abord à remercier les intervenants. Ils avaient deux objectifs, c'était rendre la taxonomie plus abordable et alertée. Et je pense que ces objectifs sont vraiment atteints. Je pense que toutes les personnes dans la salle ont bien mesuré l'importance des enjeux qui s'annoncent. Je vous rappelle également que donc on a fait une petite vidéo de cette matinale. Donc n'hésitez pas à le faire savoir dans vos sociétés. François a dit qu'il fallait qu'on essaye de sensibiliser tout le monde à ces questions. Donc n'hésitez pas à faire savoir qu'il y a cette vidéo et que les gens peuvent revoir cette matinale de grande qualité dès la semaine prochaine, probablement sur les réseaux de la PREF. Je voulais également, concernant une intervention de François sur les questions de contentieux qui pouvaient
que toutes ces questions climatiques pouvaient engendrer. Vous rappelez qu'il y a eu l'an dernier une matinale, alors en virtuel cette fois-ci, organisée sur la question du contentieux climatique, et que donc elle est toujours disponible, je crois, sur le site de la PREV. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces questions, n'hésitez pas à aller regarder cette matinale. Et puis, je voulais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette réunion intéressante, que vous avez appris des choses. Et je vous invite à venir à la prochaine matinale de la PREV qui aura lieu le 5 octobre et qui sera consacrée au changement climatique d'une manière un petit peu plus générale. Voilà, merci beaucoup à tous et merci encore une fois aux intervenants et bonne journée.